Donc, nous allons continuer avec la deuxième partie du chapitre 4, par la deuxième partie que j'avais annoncée, mais en fait, les rôles de la méditation analytique et de la méditation de repos dans Shamatha et Vipassana. Ça, c'est le titre. Comme Shamatha et Vipassana ne sont pas identiques à la méditation de repos et la méditation analytique. Shamatha a les deux aspects et Vipassana a les deux aspects. Et il faut comprendre cela. L'un n'est pas équivalent à l'autre. Dans la pratique de Shamatha, dans la pratique du calme mental, nous devons avoir de l'analyse, cette sagesse discriminante, pour connaître les afflictions, la présence, la cause, les interactions et la nature des afflictions, des obscurations émotionnelles. Et nous avons besoin de l'analyse pour modifier notre façon de méditer, en accord avec l'expérience réelle. Le but principal de la méditation étant de purifier les kleshas, les afflictions, les états émotionnels, alors il doit y avoir une capacité active qui connaît leur présence, qui observe comment elles s'élèvent, par quoi un état mental est précédé, quels facteurs font que ça se termine, quels sont les facteurs qui le prolongent. Donc tout cela est l'aspect analytique de la pratique de Shamatha. Et bien sûr, connaître la présence de la torpeur, de la somnolence ou de l'agitation, du stress, l'agitation, etc. Mais lorsque le but du fait de rester dans naturel et souple dans la conscience claire, lorsque cela est accompli, tout autre processus analytique doit être abandonné. C'est ce qu'on appelle la pacification des discernements à la fin de l'analyse. Ce qui nous amène au Vipassana immobile non conceptuel. Donc, toute analyse dans l'état d'esprit calme, quel que soit le bénéfice qu'on puisse en tirer, aura pour effet, si elle est bien faite, de se dissoudre ou pas. Donc, par exemple, j'ai entendu de nombreux étudiants dire qu'à un moment de leur pratique, ils ont pu être en mesure de regarder dans leur peur, dont certaines étaient présentes depuis l'enfance. Et en regardant la peur, dans la peur, cette peur qui les faisait trembler, etc., une fois qu'ils regardaient dedans, en voyant qu'elle n'a pas d'entité de cœur, qu'en fait elle est vide d'un soi, elle est vide par nature, alors plus rien. Plus d'investigation. À ce moment-là, l'esprit reste dans la compréhension ouverte, plus d'analyse, plus de concept, juste connaissance. Et c'est cette pacification des discernements, pacification de tous les mouvements analytiques qui distinguent l'un de l'autre, qui essaient de voir est-ce qu'il y a un centre, est-ce qu'il y a une peur ici, une peur là, etc. Tout cela ayant été fait, ayant été trouver une réponse satisfaisante, tout cela s'ouvre, la conscience s'ouvre et on reste dans la pacification à la fin de l'analyse. Et c'est ça la compréhension à ce moment-là. La compréhension profonde, s'il n'y a plus aucune activité d'observation ou une compréhension teintée d'un observateur,
de conceptualité avec encore un peu de contrôle, s'il y a cette attitude de contrôle et d'observation. Lorsque la pensée conceptuelle et l'analyse s'arrêtent, après le discernement total, c'est là que s'élève le véritable vipassana. Et on se pose directement dans la vue. L'unification du calme et de la compréhension est accomplie. Et ce n'est qu'occasionnellement qu'on utilise l'analyse pour vérifier simplement comment se déroule la méditation. Donc, se poser dans la vue, c'est ce moment où l'on voit l'absence de substantialité. Dans n'importe quelle émotion, quand l'on regarde dans n'importe quel état mental, regardez le sujet, regardez l'objet, ce qui s'élève à ce moment-là, lorsque ça se révèle comme étant l'esprit ouvert, c'est ce qu'on appelle le vipassana véritable, rester dans la vue, dans la vision, voir le non-soi, de voir qu'il n'y a rien à voir. Voir le non-soi, rien. Et le fait qu'il n'y ait rien à voir, tout ça dans la vision parfaite, c'est ce qu'on appelle la vue. Et c'est l'union du calme et de la compréhension parce qu'il y a la vision, la connaissance associée avec la paix et le calme de l'esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle l'unification du calme et de la compréhension. Lorsque cela se produit, lorsque l'esprit s'ouvre dans son propre état naturel, on ne le dérange pas, il n'y a rien à faire. Et comme il continue, il y a des petits moments dualistes qui vont réapparaître, bien sûr, parce qu'à cause de toutes les tendances habituelles qui n'ont pas encore été purifiées, et occasionnellement, on pourra poser un regard analytique là-dessus. Est-ce que tout ce qui s'élève là se dissout de soi-même, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet? Est-ce que ces tendances dualistes subtiles, est-ce qu'elles se réinstallent au point que j'ai besoin de changer ma façon de méditer ou ma façon de regarder, ma posture, etc. Mais ça, on le fait juste de temps en temps. Et ici, il y a une confiance profonde. Normalement, il n'y a rien à faire. C'est comme si on avait juste besoin de réactiver la vue, la vision, la compréhension des choses telles qu'elles sont. Milarepa, dans son exemple, pourrait dire c'est comme si on réchauffait les pierres de façon à ce que, encore une fois, les flocons ne puissent plus se poser sur les pierres et qu'ils fondent directement. C'est juste une réactivation de notre présence, mais rien ne s'accumule. Pas de chaîne conceptuelle, de chaîne de pensée. Les rêves ne s'élèvent plus, pas de fixation. Le feu de la sagesse est assez fort. Les débutants qui font l'expérience de l'agitation à cause d'un excès de méditation analytique, ils en font trop avec ces exercices, d'essayer de comprendre, de regarder, poser des questions, examiner, etc. À ce moment-là, ils doivent cultiver davantage shamatha, l'esprit calme. Mais lorsqu'ils font l'expérience de la torpeur, de la somnolence, de la lourdeur, à cause d'un excès de méditation de repos, ils doivent cultiver vipassana. Lorsque les deux sont équilibrés, nous cultivons l'équanimité dans l'incité, sans aucune application active. L'esprit repose dans l'esprit. So, let me try to
Donc, je vais essayer de donner un peu plus d'exemples. Comme l'enseignant, voilà, vous a donné cette tâche, reviens la semaine prochaine et dis-moi quelle est la différence entre l'esprit actif et l'esprit calme. Stimule la pensée et lâche la pensée. Voici une différence. Et puis tu fais ça et tu stimules la pensée et tu lâches, tu stimules une pensée et tu lâches, tu stimules différentes sortes d'émotions, on stimule un souvenir, on lâche. Et puis en fait là on en fait beaucoup trop. On passe 1 heure ou 2 juste à s'entraîner, regarder, s'entraîner. Ouf. Et l'esprit se tend. Et puis tout le monde arrive à un point où on se dit « Ah, détends-toi ». Et plus on pense à ça tôt, plus mieux c'est. Parce que cet examen analytique doit se faire juste de temps en temps et puis on se détend. Donc cette correction et ce juste rester parce que ça aura immédiatement pour effet de faire l'expérience d'une plus grande ouverture. La clarté est toujours là, mais il n'y a plus de carburant dans l'agitation. Donc très rapidement, l'esprit est ouvert, équilibré. Et puis en continuant un peu plus longtemps, à ce moment-là vient la torpeur. Elle peut aussi venir toute seule sans s'être fatiguée avant, juste parce on se détend, on se détend, on se détend, et puis on devient somnolent. Donc là, une petite motivation de connaître la nature de cette somnolence. C'est comment de se sentir somnolent. Et immédiatement, on a un nouveau degré de conscience, on s'intéresse. Là, vos yeux sont déjà fermés. C'est comment d'être somnolent. Et comme vous vous intéressez à la nature de commencer d'être somnolent, vous ne pouvez pas vous endormir. Vous êtes là, vous êtes présent. Et vous traversez ça. Vous pouvez peut-être faire plus que ça, mais en fait, ça suffit. C'est juste un léger renouvellement de cet intérêt de connaître. Un moment de stimulation analytique. Et vous pouvez faire davantage si vous voulez. Et lorsque ces processus sont devenus parfaitement familiers, à ce moment-là, vous passez de l'état du petit oiseau à l'état d'aigle. Vous savez, quand les petits oiseaux sortent du nid, certains apparemment arrivent à voler tout de suite, mais la plupart d'entre eux battent des ailes et les méditants inexpérimentés, ils battent des ailes frénétiquement. Ils font un mouvement pour être dans la clarté et puis ils remarquent du stress et ils se détendent et ils deviennent somnolents et puis ils se redressent et ils battent des ailes. En fait, ils font des mouvements trop forts. Ils sont dans la surcorrection de leurs petites erreurs dans la méditation. Et un méditant expérimenté, c'est comme un gros oiseau, un aigle, qui fait juste des petits mouvements du bout des ailes, des rémiges, et qui glisse avec les mouvements de la situation, des vents karmiques, des états émotionnels, et juste des toutes petites adaptations, des rémiges, des ailes, et comme ça, il glisse. Donc ça, c'est un méditant expérimenté. Et ici, c'est ce qu'on appelle sans application active ou avec très peu d'application active. On fait juste le minimum nécessaire pour corriger. Et lorsque vous sentez que vous êtes juste assis dans vos tendances habituelles, vous devez stimuler un peu plus d'analyse. Peut-être un moment de réflexion, un moment de
quelque chose qui donne plus de conscience. Et si l'esprit est clair, flexible, clair, lumineux, sans interférer, pas besoin d'interférer à ce moment-là. Juste on glisse. Il n'y a rien ou presque rien à faire. C'est ce qu'on appelle l'esprit qui repose dans l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? C'est parce que l'attention, la conscience, ne va pas vers le contenu de l'expérience, des expériences sensorielles. La conscience reste dans l'expérience de sa propre nature, dans l'expérience de voir comment c'est d'être. Au début, c'est dualiste, et puis quand le contrôle se détend, on ne conceptualise pas, on ne se fait pas une image de comment c'est d'être. Il y a juste l'être, l'état d'être. L'esprit ne va nulle part, il n'est pas attiré par quoi que ce soit, il ne lutte contre rien. Vous remarquerez peut-être que bien que dans cet état, il puisse y avoir encore des petites perceptions sensorielles qui apparaissent, ça ne change pas cet état de l'esprit qui repose dans l'esprit. Ces perceptions sensorielles sont esprit. Il n'y a pas à les exclure. L'esprit repose dans l'esprit. Tout cela ne dépend pas d'exclure quoi que ce soit. Parce que tout ce qui apparaît est de la même nature. Donc il n'y a pas besoin d'intégrer, d'examiner ou d'exclure ou de lutter. Il n'y a rien de cette nature-là. C'est juste voir les choses telles qu'elles sont au moment où elles s'élèvent, sans qu'il y ait un second mouvement. Ce n'est pas d'abord une non-vision et puis une vision. La vision est automatique. De la même façon, maintenant que la vision visuelle, on pourrait dire, en tant qu'observateur, voit automatiquement le mouvement. Vous n'avez pas besoin de votre façon de voir juste parce qu'il y a un mouvement, on voit. Et c'est la même chose avec la nature vive de l'esprit. Il sait, elle sait automatiquement, sans quitter sa propre nature. Donc, c'est ce qu'on appelle rester, se reposer dans la vue. C'est comme ça. Se reposer dans la vue, c'est connaître la nature vide, c'est-à-dire la nature insaisissable de toute expérience. Et maintenir cette absence d'élaboration dont on fait à ce moment-là. La simplicité d'être, sans commentaire. Absence d'élaboration, ça veut dire aucun mouvement mentaux supérieur, supplémentaire. Pas de mouvements mentaux conceptuels, pas de pensée ou de commentaires sur ce qui se passe, mais aussi pas de mouvements supplémentaires non conceptuels. Donc, aucun vacillement non conceptuel de l'esprit. Ce qu'on appelle habituellement rester, se reposer dans la vue, dans la simplicité, c'est l'état habituel. C'est l'état, éveillé. Rester dans la vue, c'est un état dans la vue qui est un peu encore dualiste, mais le fait de se reposer dans la vue, c'est de faire l'expérimentation, faire l'expérience de la vie avec l'esprit d'un être éveillé. Et lorsque cela est présent, lorsque l'esprit repose dans l'esprit comme cela, alors il n'y a plus de réaction émotionnelle, d'attachement ou de rejet à quoi que ce soit qui apparaît dans cette conscience. Est-ce que je peux faire comme avant? Tout à l'heure, vous étiez en train de voir, et puis il y a un mouvement. Et maintenant,
en regardant de façon détendue, il ne se passe rien. Mais pour quelqu'un qui voit, qui regarde d'une façon non détendue, il peut y avoir un moment, surtout s'il fait un mouvement comme ça, il peut y avoir un mouvement de recul, même si vous êtes chez vous devant votre écran. L'illusion prend le pas et vous réagissez à l'illusion. Quand vous êtes assis avec la conscience qui est détendue en elle-même, en connaissant la nature illusoire et insaisissable des apparences, est telle qu'il n'y a aucune réaction émotionnelle à ce qui se passe. L'esprit est parfaitement détendu. Vous pouvez aussi faire ça avec l'audition. Ça commence déjà avec la détente dans shamatha, dans la méditation du calme. Si vous faites un son choquant à côté d'une personne qui est dans la méditation de repos, alors on peut dire juste par sa réaction physique à quel point elle est détendue ou pas. Donc les gens méditent et l'enseignant va peut-être frapper les mains. Et il y en a certains qui sursautent. Bien sûr, là j'ai un peu exagéré, mais certains peuvent avoir un petit sursaut. Et il y en a certains qui étaient un peu préparés et qui vont se détendre, qui vont rester détendus. Donc vous pouvez entendre une détonation, une explosion à côté d'un méditant expérimenté. Il n'expérimentera pas d'onde de choc dans son esprit. Et la différence entre un dhyana, une absorption, et le fait de rester dans la vue, dans la méditation de Mahamudra, sera qu'il y a des absorptions méditatives dans lesquelles le son n'est pas entendu. Donc il n'y aura pas de réaction à cause de ça. Il y a des formes de méditation dualiste dans lesquelles le son sera entendu, mais l'esprit sait immédiatement, plus rapidement que la réaction, qu'il n'y a pas besoin de réagir, justement. Et donc maintenant, dans la méditation de Mahamudra, l'esprit qui repose dans l'esprit, le son sera clairement entendu, mais il n'y aura pas de réaction. Et il y aura toute la flexibilité, si nécessaire, pour réagir. L'esprit n'est pas coincé dans la méditation de repos, c'est un état fluide, en sachant tellement bien qu'il y a une possibilité de réagir ou d'aller éteindre un feu s'il y a besoin. Il y a toute la perception sans attachement ni aversion. Donc c'est facile à expliquer avec les impacts visuels et avec les sons, mais c'est aussi la même chose pour tous les mouvements dans l'esprit. Lorsque l'esprit repose dans l'esprit, lorsque la conscience est posée en elle-même, c'est ce qu'on appelle la conscience spontanée d'elle-même. Elle connaît la nature de tout ce qui s'élève et ne s'engage pas dans l'illusion, dans l'attachement à l'illusion. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc c'est ce qu'on appelle, quand on parle de rester dans la vue et connaître la nature vide, c'est ça qu'on veut dire. Et maintenir l'absence d'élaboration, c'est être libre, être dépourvu de ces réactions émotionnelles obligées. Et cette liberté résulte de cette vision profonde de la nature de l'expérience. Et maintenant, dans les autres parties de ce chapitre, Dakpota Shinamgyal explique la sagesse discriminante, prania. Et il y a cette fameuse différenciation
entre la sagesse qui s'élève de l'étude et la sagesse qui s'élève de la contemplation et la sagesse qui s'élève de la méditation. Vous connaissez ça peut-être dans la prière du Mahamudra du 3e Karmapa. Donc la sagesse discriminante qui s'élève des analyses et de l'étude, coupe les interprétations erronées sur la réalité, ce qu'on appelle les vues erronées. Et l'exemple, c'est comme montrer à un cheval le champ de course. Donc je commence par l'exemple. Si vous voulez qu'un cheval gagne une course, vous le guidez, vous lui montrez le champ de course, vous lui faites faire le parcours du champ de course. Ici, c'est une course dans les montagnes au Tibet. Il y a des obstacles. Donc, vous montrez au cheval par où il devra passer. Peut-être vous passez lentement sur cette piste. Et c'est ça que l'on fait quand on étudie avec un enseignant, comme maintenant on écoute l'enseignement et on contemple, on applique ça à nous-mêmes. Le cheval, quand on le guide, quand on lui montre le chemin, il va y avoir un apprentissage intérieur qui va se faire. Comment prendre cet obstacle? Donc, il sait qu'il se prépare à une course. Il va se préparer. Il ne sait pas encore vraiment comment ce sera à pleine vitesse, mais au moins, il se prépare. Donc, c'est la même chose avec les enseignements. Les enseignements dans le laboratoire de cet endroit protégé, dans cette pièce, on observe les événements possibles dans la méditation, comment on peut faire. Parfois, on utilise la méditation de repos, parfois la méditation analytique, et on apprend, et ça laisse une empreinte dans l'esprit, on se prépare. Et on se prépare particulièrement en éliminant tout ce qui ne sera pas utile. Les vues erronées, les vues qui nous donnent de mauvaises idées sur la réalité et qui ne nous aident pas. Vous avez peut-être compris mon explication de ne pas trouver les 10 unités de temps, mais vous avez encore quelque chose dans l'esprit qui dit peut-être mon concept de temps n'est pas encore tout à fait adapté. Et vous serez ouvert à réinvestiguer, réexaminer votre concept de temps pendant que vous serez en train de méditer effectivement. De la même façon, toutes les instructions ouvrent de nouvelles perspectives et remettent en question, et on voit si la sagesse s'élève et l'élève comprend. Donc on voit que les interprétations moins utiles de la réalité ne sont plus nourries, elles tombent, on ne les entretient pas. Donc c'est une très bonne préparation. Et puis, il nous faut avoir la sagesse discriminante qui s'élève de la méditation. La méditation ici, c'est-à-dire l'expérience directe non conceptuelle, avant qu'elle soit interprétée. Le matériau brut d'être, c'est ça, la méditation. On travaille avec ça. Et la sagesse discriminante connaîtra d'une façon directe de quelle façon tous les phénomènes sont insaisissables, sans noyau stable, sans entité de soi. Cette connaissance viendra de l'expérience directe. Avant, c'était une assumption intellectuelle, une hypothèse sur la réalité avec laquelle on travaille à cause de la compréhension qui vient de l'étude de la contemplation, mais on ne sait pas vraiment. Donc l'idée, ce n'est pas de prouver que c'est comme ça. L'idée, c'est de continuer à examiner, est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est différent?
Et on peut être sûr que la compréhension conceptuelle de l'étude et de la contemplation doit encore être corrigée. Elle est certainement erronée. On peut être sûr de ça. Donc, on ne va pas prouver que la compréhension conceptuelle est juste, parce que ça, ce ne sera pas l'éveil. La compréhension conceptuelle est creuse. Elle n'est pas basée sur la cognition directe. Et quand on a un érudit qui a beaucoup pratiqué, on va prendre par exemple quelqu'un comme Naropa, un érudit qui a beaucoup pratiqué, qui était un maître de son temps, et dans les explications, dans les débats, etc. Et ce maître est guidé par la compréhension intellectuelle pour passer à la compréhension directe, la réalisation. Ce maître va donner le même enseignement sur le même sur le même sujet, mais quelque chose a changé. La façon de communiquer, la façon de présenter sera différente. Même certains types d'enseignements ne seront plus donnés du tout, parce qu'on comprend que ça ne sert à rien, que ça n'aide pas à libérer les étudiants ou à atteindre l'éveil. L'impact, on le voit. Lorsqu'une personne passe de la sagesse intellectuelle, de la sagesse contemplative, à la compréhension directe qui s'élève de la méditation. Donc cette sagesse discriminante, cette prajna dans l'esprit calme, permet que s'élève la compréhension claire, juste comme la lumière qui vient dans des yeux et qui perçoivent bien, qui voient clairement, qui permettent qu'on puisse voir clairement. La vision claire ne peut apparaître que parce qu'il y a assez de lumière. Et maintenant, la pratique de shamatha, où on peut dire l'esprit calme. Un esprit calme est en mesure de percevoir très clairement. C'est comme une paire de bons yeux. Ils ne sont pas empêchés, ils sont très bons. Ils n'ont aucun manque de capacité. C'est comme un regard, des yeux d'aigle. Des yeux fantastiques pour voir. Et les meilleurs yeux ne voient pas sans lumière. Cette lumière, c'est prajna. C'est cette sagesse discriminante. La sagesse apporte de la lumière. Tout ce que l'esprit clair avec sa lumière, cette capacité d'éclairer, de rendre les choses brillantes, de les amener dans la concentration, c'est cette capacité qui est nécessaire. On s'intéresse à ces choses-là dans un état d'esprit complètement ouvert. C'est là que la compréhension s'élève. Et ce qu'on appelle prajna, ce qu'on appelle la sagesse, cette sagesse discriminante, c'est un intérêt ouvert qui apporte tout un champ d'expérience devant notre œil intérieur. Et puis, grâce à cet esprit calme, on est en mesure de rester là-dedans et d'explorer ce champ d'expérience. Et à partir de là, c'est de là que vient toute compréhension, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de même stimuler l'intérêt. On n'a plus besoin de stimuler plus aucune expérience. On rentre dans la luminosité,
la lucidité naturelle de l'esprit. L'esprit est complètement stable, complètement clair. Il n'y a plus de fermeture de cet intérêt à connaître. C'est ce qu'on appelle la purification de l'ignorance. La tendance à se couper est purifiée. La conscience est complètement ouverte, naturellement ouverte, comme elle est naturellement par nature, et elle sait, elle connaît. De la même façon que les yeux voient quand il y a de la lumière. C'est ce qu'on appelle la lucidité naturelle de la conscience. Et puis, on se dit que c'est la fin de l'histoire, mais il faut que je sois honnête avec vous, ce n'est pas le cas. On ne va pas rester dans cet état lucide et ouvert de l'esprit, et à ce moment-là, des blocages vont réapparaître, des saisies vont apparaître, on va lutter contre la vie, et à ce moment-là, il faudra revenir avec un petit peu de méditation analytique. On aura besoin d'utiliser, de renforcer un peu la concentration, regarder qui est en colère, qui s'ennuie, etc. Toutes les expériences intéressantes qui s'élèvent, etc. Donc, encore une fois, même si vous avez fait l'expérience très fréquente de cette lucidité, cette conscience ouverte, le moment où le blocage et la saisie s'élèvent, parce que les tendances habituelles reprennent le pas, on n'arrive pas à lâcher, on voit qu'on réutilise le processus analytique d'identifier, de regarder, d'examiner, etc. On se dit « ah ah » et on revient dedans. C'est comme ça que ça marche. Donc ne pensez pas que pendant longtemps, vous serez en mesure de faire juste cette ouverture et ce repos de l'esprit. Ce sera une combinaison de méditation de repos et de méditation analytique. Les deux sont nécessaires et ensemble, ils amènent à la conscience ouverte. Merci beaucoup.